Bienvenue à tous sur le webinaire Comment bien négocier son salaire. Bonjour. Alors, on se présente, Marlène Ribeiro, directrice exécutive chez Michael Page. Et Laurent Blanchard, directeur général page personnelle. Donc, nous allons démarrer ce webinaire après s'être présenté en donnant quelques contextes. Toutes les informations et les tendances que nous allons vous donner aujourd'hui, bien évidemment, elles ont été observées par les 700 consultants qui interviennent pour le compte de PageGroup en France. Donc, ce sont des infos marché réels et qui interviennent au sein des 4 marques qui sont aujourd'hui présentes pour PageGroup en France, à savoir Page Executive sur le recrutement de cadres dirigeants, Michael Page sur le recrutement de cadres confirmés, Page Personnelle sur le recrutement d'employés spécialisés, de techniciens et de cadres premier niveau, et Page Outsourcing, notre marque spécialiste du RPO. Alors, on va rentrer dans le cœur du sujet, qui va être notre thématique. Faut-il toujours négocier son salaire? Alors, on a finalement des timings qui sont assez logiques dans cette négociation. Donc, lorsque vous êtes dans un processus de recrutement et que vous allez changer de poste, bien évidemment, vous allez avoir une ouverture pour négocier votre salaire, bien évidemment. Également, lorsque vous changez de poste en interne, lorsque vous faites une mobilité en interne ou lorsque votre mission change et vous avez un élargissement des missions. Donc là encore, il est assez naturel de pouvoir négocier votre salaire. Et également, lorsque vous avez une certaine ancienneté sur un même poste, finalement avec très peu de revalorisation salariale, vous êtes également, de façon naturelle, vous pouvez aller renégocier cette partie salariale. Et il y a également d'autres déclencheurs, des déclencheurs qui sont plutôt externes et qui vont peut-être vous amener à réfléchir à cette négociation, peut-être parce que vous avez une légère frustration. Donc, par exemple, vous avez une nouvelle recrue qui est arrivée sur un poste équivalent, mais vous avez appris que cette personne était mieux rémunérée. Vous avez un collègue qui vient de quitter votre employeur et qui a communiqué sur un bien meilleur salaire. Ou vous-même, vous avez été chassé par un cabinet et du coup, le cabinet vous a parlé d'une rémunération plus alléchante. Et enfin, peut-être avez-vous une augmentation annuelle qui a été décevante et tout ça, finalement, va vous amener à réfléchir à peut-être renégocier votre salaire. Donc, du coup, dans ce webinaire, on va vous parler le sommaire de 2 choses finalement très simples. C'est de pouvoir préparer votre négociation grâce à des éléments factuels. Et deuxièmement, comment mener et réussir votre négociation. Alors pour bien préparer cette négociation, la première question à se poser, ou en tout cas à laquelle il faut répondre, c'est d'évaluer votre valeur sur le marché du travail. Donc il y a plein d'outils très simples à utiliser. Bien évidemment, il faut consulter les offres d'emploi pour essayer d'évaluer à poste équivalent quelles sont les rémunérations proposées. Regardez attentivement les études de rémunération et on vous signale à ce titre que nous mettrons à votre disposition, et on en parlera tout à l'heure, une étude de rémunération sur les différents scopes des marques PageGroup. Et activer enfin son réseau professionnel dans le cadre de discussions informelles avec son réseau. Bien évidemment, ça permet de se situer par rapport à des postes équivalents. Deuxième aspect, bien sûr, se renseigner sur les tendances du marché. Comme on le sait, il y a une évolution à la fois des organisations des entreprises et aussi des techniques qui rendent certains métiers et certaines compétences aujourd'hui plus pénuriques qu'elles ne l'étaient il y a quelques années. Et ça, bien évidemment, ça a une influence directe sur votre valeur et donc sur les salaires, sur le marché du travail. Donc s'ouvrir à l'externe, bien évidemment, c'est un élément essentiel. En fonction de ça, effectivement, on peut définir des prétentions salariales plus étayées. Alors la deuxième partie, c'est de se poser de bonnes questions quant à sa situation en interne. Quel impact aurait votre départ sur l'organisation d'entreprise, sur ses résultats? Ça, c'est un élément clé. Bien évidemment, plus l'impact est important, plus on a les rênes pour aller proposer quelque chose. Deuxième question, quelle place occupez-vous dans le service en termes de responsabilité, en termes de salaire? Quels sont les salaires a priori des gens qui sont autour de vous?
Et quelle est votre contribution au résultat de l'entreprise? Donc à la fois, cette contribution, elle peut paraître évidente pour des gens qui occupent des fonctions commerciales, mais finalement aujourd'hui, la contribution, elle est aussi très importante, à la fois sur des fonctions de support, de back-office, sur des fonctions de R&D, de mission digitale. Donc on va pouvoir identifier finalement le rôle qu'on a de cette organisation, dans l'organisation d'entreprise, et donc l'impact sur d'un éventuel départ. Alors ensuite, ce qui va être très important dans votre préparation, c'est d'avoir en tête tous les éléments clés de votre situation, de votre rémunération. Et donc, du coup, on va vous détailler exactement ce qui est important d'avoir avant de se lancer dans toute négociation. Donc, la première chose, c'est de connaître son salaire brut annuel. Donc, souvent, d'ailleurs, les personnes qu'on peut voir en entretien connaissent leur salaire net mensuel, mais n'ont pas forcément les éléments en tête sur leur salaire brut annuel. Donc, attention à bien avoir cette partie-là. Si vous êtes sur 12 ou 13 mois, attention de bien multiplier votre salaire mensuel par ces 12 ou 13 mois. Donc, c'est un impact qui est important. Et regardez également votre historique d'augmentation. Que vous alliez chercher une rémunération chez votre employeur ou que vous alliez chercher un nouveau poste à l'extérieur, il est quand même très important, et on vous expliquera tout à l'heure, l'historique d'augmentation. Ensuite, il faut que vous sachiez exactement votre part variable. Dans la part variable, également, ayez l'historique de votre part variable. Et le variable, il y a deux choses très différentes. Il y a finalement les bonus que vous pouvez toucher et également la participation intéressement qui sont finalement plus liées à votre entreprise. Donc ça, ce sont deux choses différentes. Il faut pouvoir les différencier. Si vous avez une voiture de fonction, c'est un vrai avantage financier et bien évidemment, il faut le mentionner. Donc, il faut avoir ça en tête, de bien dire que vous avez une voiture de fonction. Et enfin, je pense qu'il est aussi important de se remémorer l'ensemble des avantages que vous avez, c'est-à-dire la flexibilité, les congés que vous pouvez avoir, la capacité de votre employeur également à vous faire évoluer. Donc, ces avantages sont extrêmement importants pour les avoir en tête, notamment lorsque vous demandez une revalorisation. Alors, il y a deux contextes. Soit vous êtes dans une revalorisation au sein de votre entreprise. Donc là, il faut que vous ayez tout ça en tête de manière à pouvoir demander, par rapport à toute l'analyse de marché que vous avez pu faire, une revalorisation de votre salaire. Là, il faut que vous puissiez finalement parler de trois choses qui sont très importantes: vos salaires bruts annuels, votre part variable et votre voiture de fonction. Tout le reste, ce qui est participation, intéressement et les avantages qui sont liés à votre employeur, je pense que vous pouvez en parler, mais il faut en parler plus rapidement. Et ce que vous n'arriverez pas à faire, c'est de comparer exactement ces avantages avec les avantages de votre futur employeur. Parce que pour comparer, il faut que vous sachiez exactement tous les avantages de votre futur employeur. Et je trouve qu'il est toujours très délicat en entretien de poser ces questions. J'ai eu plusieurs fois des candidats qui ont été écartés de processus de recrutement parce qu'ils ont trop posé de questions. Et du coup, le futur employeur s'est posé la question s'il venait plus, le candidat venait plus pour les avantages que pour le projet qui était présenté. Donc attention, je pense que sur cette partie avantages, il faut vraiment y aller de façon prudente. Et il faut surtout parler de salaire brut, de la part variable et de la voiture de fonction. Si dans votre prochain poste, si vous avez une voiture et que dans votre prochain poste, il n'y en a pas, sachez qu'une la valorisation de la voiture de fonction, elle est environ de 7 000 €. Ça dépend effectivement de la voiture. Mais voilà, si en tout cas, vous n'avez pas de voiture qui est proposée, vous pouvez peut-être l'intégrer sur votre salaire brut pour pouvoir demander ce nouveau salaire. Donc, alors après, je pense que la question que vous devez vous poser, c'est finalement, quand vous avez tout ça en tête, donc, et que du coup, vous allez devoir préparer, construire finalement votre revalorisation ou votre proposition, finalement, quels sont les ordres de grandeur? En interne, il n'y a pas forcément d'ordre de grandeur. C'est effectivement lié à votre analyse de marché, à comment vous impactez votre entreprise. Il n'y a pas forcément de référentiel. Quand vous changez de poste, nous, ce que l'on peut voir communément, c'est une augmentation sur des postes qui sont assez équivalents, sur une augmentation de 10% de votre salaire brut annuel fixe. Alors après, ce 10%, bien évidemment, c'est modulo plein de choses, il faut le moduler par rapport à savoir si vous êtes très bien payé par rapport au marché ou si vous êtes sous-payé par rapport au marché et que là, vous avez un excellent moyen de vous réaligner par rapport au marché.
ou peut-être que vous alliez, grâce à ce changement de poste, faire un très grand gap en termes de responsabilité. Et là, vous serez légitime à demander au-delà de ces 10%. Mais je pense que c'est bien que vous ayez ces éléments en tout cas, cette ordre de grandeur lorsque vous changez de poste. Il y a un élément pour compléter ce que dit Marlène qui peut venir influencer la perception que vous avez de votre rémunération, c'est la capacité d'entreprise, soit dans laquelle vous êtes aujourd'hui, soit dans laquelle que vous vous apprêtez à rejoindre demain, à vous faire évoluer et à donner vraiment une. On sait, et on l'observe en tout cas au quotidien, que des sociétés qui ont moins de capacité à vous faire évoluer, quelquefois vont compenser cette lacune-là par un salaire un peu plus élevé. Il est bien évident que le salaire, c'est un élément, mais que c'est pas tout, et qu'il vaut parfois mieux être sur un salaire un peu inférieur, mais avec des opportunités qui se présenteront dans 2 ans, dans 3 ans, et qui permettront de poursuivre son parcours professionnel. Donc ça, c'est un élément sur lequel il faut bien évidemment garder la tête froide. Voilà, pour compléter cette partie-là. Ce que je peux vous signaler à ce moment de notre webinaire, c'est que parmi, il y avait 1000 inscrits, je ne sais pas combien vous êtes actuellement réellement, on verra tout à l'heure, mais 56% d'entre vous, pour ceux qui nous regardent, nous ont déclaré avoir déjà négocié, être déjà rentrés dans une négociation sur le montant de leur salaire. Alors finalement, pour récapituler ce qu'on s'est dit, finalement, vous allez avoir un terrain très favorable si, tout d'abord, la conjoncture, les résultats sont très favorables. Donc, les résultats de votre employeur ou de l'entreprise dans laquelle vous êtes dans un processus de recrutement. Si votre profil, votre type de profil, les compétences que vous avez sont extrêmement recherchées sur le marché, bien évidemment, là, il peut y avoir une revalorisation largement possible. Si vous avez un élargissement de vos missions, une augmentation de vos responsabilités, bien évidemment, c'est le moment pour aller tenter cette négociation. Et si vous avez besoin de faire un réalignement du salaire parce que vous avez fait cette petite analyse de marché et que vous êtes rendu compte que vous étiez en dessous du marché. Et quelquefois, donc, il faut ne pas se lancer. Et ne pas se lancer, c'est pas perdre, c'est décider que stratégiquement ou tactiquement, il est plus intéressant de ne pas se lancer. Et on ne se lance pas principalement si la conjoncture économique est peut-être aujourd'hui défavorable, si les résultats d'entreprise sont défavorables, c'est un élément qui doit pouvoir influencer votre position. S'il y a une forte concurrence sur le poste et que finalement on n'est pas vraiment en position de force par rapport à l'ensemble des éléments qui ont été préparés jusqu'à présent, sur un périmètre de poste identique, si finalement il y a des rémunérations qui sont ou égales ou inférieures à la vôtre, bien évidemment, c'est pas la situation la plus favorable. Et puis, bien évidemment, je l'évoquais tout à l'heure, si les à côté en plus du salaire, finalement, sont déjà supérieurs par rapport à ce que propose le marché. C'est intéressant, quoi qu'il en soit, et je pense de manière périodique, de faire cette analyse du marché et cette analyse du salaire, donc se repositionner. Et il faut savoir quand ce n'est pas favorable, en rester là et finalement reporter cette action à plus tard. Alors, nous essayons de passer au suivant. Donc, comment préparer votre négociation grâce à des éléments factuels, nous l'avons vu, et donc maintenant réussir votre négociation de salaire ou d'augmentation. Donc, les enjeux d'une négociation réussie, bien évidemment, c'est déjà arriver dans un climat de travail qui est favorable, conserver une ambiance de travail apaisée, ça va de soi, et puis pour vous, l'enjeu essentiel, c'est d'être bien dans son poste. On sait que quand on a un petit caillou dans la chaussure parce qu'on ne se sent pas payé à sa juste valeur, finalement, ça va pouvoir avoir des conséquences directes sur votre humeur, sur votre capacité à vous investir, à prendre des nouveaux projets et finalement donner le meilleur de vous-même, ce qui, justement, va impacter directement votre capacité à défendre à juste titre votre rémunération. Donc, il faut vous sentir valorisé et c'est bien la raison pour laquelle il faut réussir cette négociation. Alors, il y a des erreurs, il y a des pièges qu'il faut absolument éviter lors d'une négociation. La première, finalement, est de se focaliser parfois sur un collègue qui gagne plus et crier à l'injustice parce que du coup, forcément, vous allez être peu factuel. Et il faut rester factuel sur l'ensemble de la négociation. Expliquer que vous avez besoin d'argent pour des raisons personnelles. On peut le comprendre, mais en même temps, c'est très compliqué de pouvoir
utiliser cet argument pour aller revaloriser votre salaire. Menacer de partir, parce que du coup, là, on est effectivement sur de la menace, menacer de remettre cette démission en espérant être racheté. Donc, tout cela, finalement, vous êtes dans un rapport de force qui est un peu trop abrupt pour un employeur. Avoir des exigences trop élevées. Et même si cette menace aboutissait finalement et vous permettait de renégocier, on serait derrière dans un contexte de confiance et dans une relation vis-à-vis de l'employeur qui serait sûrement pas propice à un déroulé de carrière serein qui permet d'envisager la suite sur la durée et de manière pérenne. Tout à fait. Ouais. Avoir des exigences trop élevées, donc bien évidemment, c'est lié à toute l'analyse que vous avez fait en amont de manière à être factuelle et de ne pas aller au-delà du raisonnable. Et également d'avoir une attitude qui n'est pas ouverte à la négociation. Vous êtes sur une discussion avec votre employeur, il n'est pas obligé d'accepter, mais vous devez être ouvert à la discussion et écouter ses arguments. Alors, identifier le bon moment. J'attends que le slide se mette à jour. Identifier le bon moment et le bon interlocuteur, bien évidemment, c'est essentiel. Alors ensuite, il y a peut-être des cas de figure un petit peu différents, selon que vous êtes soit en process de recrutement pour quitter votre entreprise, rejoindre en tout cas une nouvelle, ou en renégociation en interne. Bien évidemment, si vous êtes dans un contexte, dans un process de recrutement, si vous êtes en contact direct et en relation directe avec un cabinet de recrutement, avec un intermédiaire de recrutement, le mieux, c'est de lui confier, il vous a en général posé la question, lui confier vos prétentions et le laisser gérer cette partie-là, en tout cas jusqu'à la négociation finale. Et si on est en contact direct avec une entreprise, donc en relation directe avec une entreprise, je pense que le bon esprit, c'est de donner d'emblée une idée, et d'emblée, quand je parle d'emblée, c'est au démarrage des discussions pour éviter de perdre du temps à la fois vous-même et pour l'employeur. Donner une idée de vos prétentions, bien évidemment. Cette idée, il ne faut pas qu'elle soit trop précise, il ne s'agit pas d'aller négocier ses voitures de fonction, mais il faut quand même que ce soit une idée assez juste et assez précise qui soit la conséquence de l'étude de marché que vous avez fait dans un premier temps. Et puis, dans un deuxième temps, on reparlera salaire à la fin du processus de recrutement, lorsque vous serez en train d'être choisi par l'employeur et qu'il s'agira là d'aller donner ses prétentions de manière très, très précise. Attention, à ce moment-là de la négociation, ce qu'on observe parfois, et c'est une erreur qui peut venir crisper les employeurs et quelquefois d'ailleurs carrément mettre un terme à la relation, à ne pas d'un seul coup, quand on sent qu'on est le candidat qui va être choisi, aller gonfler les prétentions par rapport à l'information qu'on avait donnée initialement. Il faut bien évidemment être constant sur ces prétentions. Il ne faut pas que l'employeur sente qu'on bouge au fur et à mesure de notre perception de l'environnement. Ça arrive assez souvent. On le mentionne parce que ça arrive assez souvent finalement. Je pense que c'est plus dû à parfois des candidats qui au départ ont pas fait tout le travail préparatoire qu'on vous a donné et du coup qui se rendent compte au fur et à mesure que peut-être ils sont un petit peu en dessous de ce qu'ils pourraient avoir et du coup augmentent leurs éléments de rémunération ou leurs souhaits au fur et à mesure que le processus de recrutement avance. Et ça, on a eu plusieurs fois, moi j'ai eu plusieurs fois des clients qui ont arrêté des processus de recrutement parce que du coup, ils ont un doute sur finalement les intentions de la candidate. Donc attention sur ce point-là, à être bien préparé dès le départ et à être très cohérent du début jusqu'à la fin. Quand on est dans le cas d'une renégociation en interne, il faut déjà choisir le bon timing. Timing is everything. Donc il faut à la fois se dire, est-ce que j'attends de manière un peu classique une date anniversaire, une évaluation annuelle, c'est bien évidemment le schéma idéal, ou alors ponctuellement en dehors de ces étapes, quand on a de bonnes raisons, et on les a vues tout à l'heure, finalement de sortir du calendrier. Alors, on peut quelquefois effectivement provoquer la discussion. Il faut veiller bien évidemment à respecter la procédure et la hiérarchie. Qu'est-ce que ça veut dire ? On ne va pas aller directement rentrer dans le bureau du président le lundi matin pour faire une demande. Si on a un responsable de service, un manager, un DRH dont ce sont les prérogatives et la responsabilité habituelle, il s'agit bien évidemment de laisser son management direct dans la boucle. Il ne faut pas qu'il se sente trahi par votre démarche. Au contraire, il faut qu'il se sente finalement complètement intégré à cette démarche. Et puis ensuite, respecter l'ensemble de la hiérarchie habituelle. Bien évidemment, comme on le voit après, si on est en cabinet de recrutement, c'est qu'on est en recrutement externe et on en a parlé il y a quelques instants. Alors ensuite, on va passer à l'étape qui est l'étape très importante, qui est le moment où vous allez exprimer de manière factuelle votre demande. Donc là, il y a plusieurs choses. Il y a le côté
vous avez fait votre analyse du marché, vous avez votre vision du poste, vous savez exactement ce que vous apportez à l'entreprise. Donc, je pense qu'il faut commencer par contextualiser la demande que vous allez faire à votre employeur ou votre futur employeur. Vous devez, dans votre négociation, toujours garder en tête que vous êtes dans une logique qui est gagnant-gagnant. Donc, le rapport de force doit être équilibré et tout le monde doit être gagnant à la fin de la négociation. Et enfin, il faut faire une proposition qui est cohérente. Donc là, il faut donner un chiffre, il faut expliquer ce que l'on souhaite. Je pense que la clé d'une négociation réussie est une négociation qui est transparente, qui est facile, qui est fluide, parce qu'on dit exactement ce que l'on souhaite après avoir contextualisé la demande. Donc, il faut rester très concret, il faut utiliser des éléments factuels, comme on a pu le dire par ailleurs. Et, point important, je sais que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, il faut rester maître de vos émotions, même si c'est quelque chose qui vous touche, c'est quelque chose qui est important. Essayez de répéter en tout cas, et je pense que plus vous serez concret, plus vous serez factuel et plus ça sera facile d'être maître de ses émotions, mais c'est quelque chose qui est important pour justement garder une relation assez sereine pendant toute la négociation. J'ai jeté un coup d'œil au chat il y a quelques instants. Alors déjà, on est plus de 300 à avoir cette discussion et on vous en remercie. 79% d'entre vous déclarent connaître leur valeur par rapport au marché. C'est un chiffre qui nous semble haut, mais peut-être êtes-vous dans cette démarche et c'est la raison de votre présence aujourd'hui. Donc encore une fois, cette valeur, elle doit être bien étayée, bien argumentée. Et puis enfin, et ça c'est carrément un clin d'œil, 100% d'entre vous déclarent qu'ils devraient actuellement se lancer dans une renégociation. Donc c'est une bonne transition pour l'étape d'après finalement qui s'intitule « Ne soyez pas trop impatient ». Marlène ? Alors, pour la dernière étape, effectivement, ne soyez pas impatient. Alors déjà, vous n'aurez pas forcément un oui tout de suite ou un non tout de suite. Il faut laisser le temps à votre employeur de réfléchir. Donc, n'attendez pas une réponse à la fin de votre discussion. Alors également, il faut que vous prépariez un aller-retour. Alors, je parle bien d'un aller-retour et pas plusieurs allers-retours. Comme je vous l'ai dit, une négociation, ça doit être finalement un exercice assez simple. Simple parce que vous savez ce que vous souhaitez. Et donc, vous allez donner ces éléments à votre employeur. Donc, si finalement, votre employeur ou votre futur employeur vous propose quelque chose qui est au-dessus de vos souhaits, bon, déjà, il faut savoir arrêter du coup là les discussions. La personne est allée au-delà de votre souhait, donc on remercie et la négociation est terminée. Soit vous allez avoir quelqu'un qui va vous donner quelque chose qui est en dessous de votre souhait. Et là, vous pouvez faire un aller-retour en demandant un dernier geste, ce qui vous permettra finalement de vous approcher de votre souhait. Et si votre employeur ou futur employeur vous fait une proposition qui est en deçà de votre minimum acceptable, il faut pouvoir donner votre minimum acceptable tout de suite. Et c'est comme ça qu'on fait un aller-retour. Il faut éviter plusieurs allers-retours qui vont commencer à tendre la personne qui est en face de vous, surtout en processus de recrutement. Bon nombre de fois, j'ai vu finalement des employeurs se crisper et parfois ne plus vouloir aller au-delà avec un candidat parce que les allers-retours étaient incessants et on se dit que ce candidat finalement est pas si simple que ça et ça peut faire peur à un futur employeur. Donc un aller-retour, ça c'est la clé d'une négociation et pour faire un aller-retour, il faut bien le préparer. Restez ouvert et à l'écoute pendant toute la négociation. Encore une fois, c'est pas un tour de force. Il faut pouvoir discuter, il faut pouvoir argumenter. Il faut être à l'écoute de la personne qui est en face de vous. Et quelquefois, laisser le dernier mot, ce n'est pas à perdre. Et là, je pense plutôt à une renégociation en interne. On se lance dans une négociation ou dans une renégociation qui nous semble légitime, qui nous semble pertinente, argumentée. Et pour autant, l'employeur, à ce moment-là, pour des raisons diverses et variées, un employeur, il a plein de contraintes. Sa masse salariale, les niveaux de rémunération équivalents pour des personnes qui occupent des postes de même niveau. Et quelquefois, c'est tout simplement le mauvais timing où il y a une difficulté pour l'employeur à accepter la proposition, à se lancer dans cette proposition. C'est pas forcément pour ça qu'il faut soit démissionner, soit rompre, parce que finalement, ça peut être aussi un bon moyen d'être dans une position plus favorable au moment d'une négociation future. Par exemple, la future négociation annuelle, lors de l'évaluation annuelle, ou lors d'une discussion plus large sur les responsabilités un peu plus tard. Donc, en fonction, encore une fois, de l'écart entre la valeur, votre valeur et votre valeur sur le marché, votre salaire, pardon, et votre valeur sur le marché, il faut savoir quelquefois ne pas avoir le dernier mot. Et néanmoins, ça reste une étape constructive pour la suite de la collaboration.
Alors également, on va terminer. On vous donne finalement une boîte à outils qui peuvent vous aider sur plusieurs choses. L'analyse de marché dont on vous a parlé, donc savoir quelle est votre valeur sur le marché, mais également pour avoir des ordres de grandeur sur la rémunération que vous allez pouvoir demander. Alors, il y a 3 éléments clés. La première, finalement, ce sont des études de rémunération. Alors, je vous invite à aller soit sur le site de michaelpage.fr, soit sur le site de pagepersonnelle.fr, suivant le type de fonction que vous avez. Et là-dessus, dès la première page, vous allez avoir un bloc, il y aura marqué études de rémunération 2020, vous cliquez dessus, et là, vous allez avoir des analyses très poussées sur l'ensemble des fonctions avec les rémunérations qui sont associées. Donc voilà, là au moins vous avez quelque chose qui est très factuel et qui vous permet de voir où est-ce que vous vous situez. La deuxième chose, c'est le réseau professionnel. Absolument, Marlène. Le réseau professionnel, comme on l'a dit tout à l'heure, l'idée, bien évidemment, c'est d'aller solliciter les gens qui sont autour de vous, qui ont une vision complémentaire à la vôtre sur le marché et qui peuvent vous aider à déterminer la bonne valeur marché et votre bonne valeur sur le marché. Et puis, bien évidemment, les intermédiaires de recrutement comme nous. Donc, être en phase d'interrogation après avoir mené une première étude sur sa valeur du marché et venir solliciter un cabinet de recrutement, Michael Page, Page Personnel demain, en disant, je m'interroge de manière générale sur la suite de ma carrière et puis aussi sur ma valeur marché. C'est une démarche que nos consultants, dans le cadre de leur objectif d'accompagnement, de valeur ajoutée vis-à-vis des candidats, sont tout à fait à même d'accepter et de remplir. Ça rentre, encore une fois, dans les services qu'on doit à l'ensemble des candidats qui nous sollicitent. Je vais également rajouter une chose. Parfois, parfois, on voit des candidats en entretien qui ont des rémunérations qui sont assez basses par rapport au marché. Je pense que c'est important d'être transparent, de donner sa vraie rémunération et de dire, je suis rentrée avec une rémunération basse chez mon employeur actuel et puis finalement, même si j'ai eu des bonnes augmentations, j'ai pas réussi à retrouver un alignement par rapport au marché. Et du coup, le cabinet, vous donnera votre vraie valeur sur le marché et il n'y a pas de problème à demander une revalorisation salariale, mais tout cela doit se faire en totale transparence et avec le cabinet et ensuite avec les futurs employeurs. Alors, on est arrivé au bout. Merci Marlène, on arrive au bout de ce webinaire. J'étais en train de jeter un œil sur les questions. Elles arrivent au fur et à mesure. Il y a des sujets qu'on a déjà couverts, donc j'y reviens pas. Une question qui vient d'arriver. D'accord pour l'idée de salaire, mais quelle taille devrait avoir la fourchette? Alors, je crois que tout à l'heure, ce que disait Marlène, c'est dans le cadre d'un process de recrutement où vous vous faites appeler, contacter pour une entreprise qui va vous proposer le même poste que celui que vous avez actuellement. L'idée, c'est effectivement, l'observation générale, si vous êtes globalement dans le marché, c'est d'aller demander à peu près 10% en plus. Alors, on nous propose ici 10 000 euros, ça dépend du salaire qu'est le vôtre initialement, mais 10% en plus, effectivement, globalement, entre 10 et 15 pour un poste équivalent, c'est ce qu'on observe assez fréquemment. Il y a une deuxième question sur l'impact d'un changement en région. C'est une excellente question parce que, bien évidemment, les niveaux de rémunération ne sont pas toujours les mêmes entre l'Île-de-France et les régions. Marlène ? En fait, alors, je pense que alors déjà sur les études de rémunération, vous allez avoir finalement aussi des éléments sur les paris et sur les régions. Donc ça, vous avez des éléments qui sont assez factuels là-dessus. Tout dépend de la région. Mais vous allez avoir parfois des petites baisses de salaire parce que forcément le niveau de vie n'est pas tout à fait le même en Île-de-France ou versus la province. Donc je pense que la bonne manière est quand même de donner votre rémunération à la province, c'est de donner votre rémunération en Île-de-France et finalement de laisser aussi votre employeur vous faire un retour là-dessus en disant vous avez une rémunération qui est une rémunération parisienne. Mais voilà, nous, à Marseille, à Nantes, à Lille, voilà notre rémunération. Et donc, laissez faire le cabinet de recrutement ou l'employeur. Mais partez de votre rémunération. Je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Si vous arrivez, si vous êtes en province et que vous allez sur Paris, bien évidemment, voyez les coûts qui sont associés avec ce changement de localisation géographique. Le prix de l'immobilier n'est pas le même. Je pense qu'il faut prendre ces éléments-là et ensuite pouvoir finalement, avec cette analyse de marché, demander quelque chose d'un peu supérieur de manière à ne pas perdre en niveau de vie, bien évidemment. On avait l'habitude de dire que dans la région Nord et en Bretagne, on payait moins bien. Comme vous le verrez, les tendances changent.
y a vraiment des tendances aujourd'hui sur les études de rémunération, et c'est en cela que les enquêtes de rémunération Michael Page et Page Personnel qu'on a mis en ligne sur notre site vous permettront d'avoir une vision très claire. On a souvent quand même un différentiel de 10-15% par rapport aux rémunérations d'Île-de-France, mais c'est assez variable, encore une fois, selon les régions. Une autre question qui nous arrive, suite à une possible mobilité en interne vers un poste avec plus de responsabilités, peut-on demander une augmentation plus conséquente que les 10 KE? Bien évidemment, un changement de poste en interne, ça peut être un vrai changement de poste, une promotion sur un poste de responsable de service, de manager, sur lequel les rémunérations vont être, la rémunération marché va être très différente de la rémunération qu'on avait jusqu'à aujourd'hui. Donc, bien évidemment, c'est une bonne raison de demander plus. Maintenant, quand l'entreprise vous propose d'évoluer, d'accéder à un autre poste en interne, souvent, elle va vous proposer un peu moins que si elle avait proposé à un candidat déjà expérimenté sur ce poste de rejoindre l'entreprise. Et finalement, ça peut justifier, elle vous permet d'accéder à de nouvelles responsabilités, d'acquérir une nouvelle compétence. Et l'augmentation, elle peut être, dans un premier temps, effectivement, on nous propose là 10 000 euros. 10 000 euros, c'est quelque chose qu'on voit, qui peut tout à fait acceptable. Mais quelquefois, ça peut être moins, ça peut être 5-6 000 euros. Et ça permettra, au cours de la deuxième année, d'aller chercher par la montée en compétence une augmentation supplémentaire. Alors, notre question, c'est si la mobilité nécessite une formation, donc un effort financier de l'employeur, mais un investissement du salarié également, est-il possible de négocier une augmentation? Moi, je pense que oui, c'est possible, mais il faut que il faut réfléchir sur l'ensemble. C'est-à-dire qu'à un moment, vous vous dites, voilà, vous avez des nouvelles responsabilités qui vont vous être confiées, donc vous allez bénéficier d'une mobilité. Votre employeur fait déjà un effort avec de la formation, donc je pense qu'il faut valoriser cette formation qui vous est financée peut-être en totalité ou en partie par votre employeur, et également de réfléchir à l'augmentation. Donc oui, c'est possible. Ne faites pas fi de l'effort financier en termes de formation de votre employeur, pensez à l'ensemble. Une autre question d'un d'entre vous qui nous demande si quand on est sur une fonction support, c'est pas finalement moins confortable que sur une fonction directement opérationnelle. On peut penser aux gens qui sont soit en manufacturing, soit aux gens qui sont sur les fonctions commerciales, où finalement la contribution à l'entreprise peut sembler plus évidente. Bon, dans les faits, la contribution des fonctions support, elle est aussi importante que la contribution des fonctions opérationnelles, parce que sans eux, le reste de l'entreprise ne tourne pas. Et donc, toute l'analyse qu'on a présentée au début sur où je me situe par rapport au marché, elle reste vraie, elle reste absolument vraie. Et quand on est soit sur une fonction de comptabilité, d'IT ou d'assistanat de direction, on va permettre, par la valeur ajoutée qu'on peut avoir, de faire avancer l'entreprise au même titre qu'un autre. Donc de ce point de vue-là, moi le conseil que je donnerais, c'est surtout ne vous limitez pas et ne vous mettez pas de barrières qui ne seraient pas justifiées. Alors ensuite, on nous demande si c'est pertinent de donner une fourchette en début de process de recrutement, une fourchette de salaire. Grand oui. Il faut tout de suite donner une fourchette de salaire. Donc, c'est pour ça que les éléments de préparation doivent être faits en amont. Il faut préparer en amont pour avoir une fourchette de salaire. Et ensuite, on ajuste cette fourchette quand on va finaliser le processus de recrutement. Mais l'ajuster, c'est pas augmenter, c'est rester conforme à cette fourchette. Donc oui, il faut tout de suite donner une fourchette de salaire, c'est extrêmement important. Une question sur les process qualité de certains recruteurs qui demandent des bulletins de salaire dans le cadre d'un recrutement. L'idée d'un bulletin de salaire, la première idée d'un cabinet de recrutement, et on la connaît très bien dans le cadre de notre engagement qualité vis-à-vis de nos clients, c'est de valider qu'un candidat qui nous a dit qu'il était toujours en poste le soit toujours, et le dernier bulletin de salaire nous amène à la fois l'ancienneté et le fait d'être toujours en poste. Donc ça, c'est un élément essentiel. Ensuite, il ne faut pas du tout se sentir prisonnier d'un salaire existant finalement au moment de négocier son futur salaire quand on change de poste. On peut très bien être à 32 000 euros et être parfaitement légitime à demander 38 si, par rapport à la fonction qu'on va occuper, la valeur marché, elle est 38 000 euros. Donc, on peut à la fois donner son salaire d'aujourd'hui et être très pertinent à demander une rémunération supérieure. Ça, c'est pas un souci. Alors, on a une question, on revient, tac. Oui, on a une question de la part de quelqu'un qui nous demande, dans le cadre d'une mobilité à l'étranger, mais sans statut d'expatrié, comment finalement réévaluer ou quel type de proposition faire à son employeur. Alors là, c'est une question assez technique qu'on
qu'on se risque aujourd'hui. Le mieux dans ces cas-là, me semble-t-il, c'est justement peut-être de prendre soit de faire des recherches sur le net, soit de prendre rendez-vous avec un recruteur qui a l'habitude de gérer des profils à l'international, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et là, en fait, sur la question, là, on ne sait pas si c'est pour une mobilité ou si c'est un changement d'employeur. Si c'est une mobilité, je pense qu'il faut aussi faire confiance à son employeur qui va quand même vous aider dans cette mobilité. Et si vous recherchez effectivement dans une autre entreprise, Laurent a tout à fait raison, c'est d'aller voir un cabinet sur place ou regarder sur les sites de Michael Page, sur les études de rémunération que vous pouvez avoir, de pages personnelles à l'étranger. Regardez ces études de rémunération qui sont également faites localement et qui vous permettront de voir quels sont les niveaux de salaire proposés sur le marché local. Alors, une question pour ceux qui n'ont pas de voiture de fonction, mais qui ont une voiture personnelle et pour laquelle ils sont indemnisés. Parce que bien évidemment, une indemnisation sur l'utilisation d'un véhicule personnel, ça peut permettre soit d'aller valoriser un morceau de salaire, une partie du salaire, soit d'aller demander une voiture de fonction qui serait carrément une voiture de fonction chez le prochain employeur. Donc, on peut le valoriser tout simplement à la hauteur de l'indemnisation. Ça pose pas de problème. Et la démarche transparente sera tout à fait comprise par le futur employeur. Alors, on a également donc quelqu'un qui nous dit qu'elle a déjà passé un deuxième entretien hier, que le premier entretien RH on avait fourni un salaire brut annuel. Et hier, lors de son deuxième entretien, la personne s'est rendue compte que en fait, elle s'était trompée sur le salaire brut. Comment rectifier le tir? Moi, je pense qu'il faut prendre les devants. Il faut effectivement recontacter, si vous êtes en direct, ou recontacter le cabinet de recrutement si vous passez par un cabinet de recrutement pour indiquer que vous êtes trompé sur votre rémunération brute annuelle et de manière à tout de suite rectifier le tir. Donc oui, il ne faut pas attendre. Alors, on continue les questions. À quel moment de la négocier du télétravail? Alors, on est un peu dans un sujet connexe. Le télétravail, je dirais que il se négocie ou pas selon les habitudes et les coutumes de l'entreprise. C'est un sujet qui vient pas forcément directement corrélé à la négociation du salaire. Dans le cadre d'un premier emploi, comment négocier son salaire? C'est une excellente question. Alors, il faut à la fois finalement regarder le marché, puisque le marché diffuse un nombre important d'annonces sur des jeunes diplômés, et en général avec des salaires qui sont assez clairement affichés. Donc ça permet de se positionner de façon relativement précise. Il y a peut-être une erreur à pas connaître. En tout cas, une méfiance à avoir vis-à-vis des salaires qui sont annoncés non pas par les entreprises, mais les écoles. On sait que dans les arguments qu'utilisent les écoles pour convaincre les étudiants, il y a bien évidemment les études de rémunération sur la première année des jeunes diplômés qui arrivent sur le marché du travail, et ça les amène quelquefois à gonfler un peu les chiffres. Donc attention, quand les écoles promettent 40 000 € dès la première année, souvent quand même c'est un peu moins. Alors, on a une personne qui nous dit, qui nous pose une autre question, une personne qui est restée 6 ans dans la même entreprise et qui n'a quasiment jamais été augmentée, comme tout le monde dans l'entreprise. Et là, la personne se demande si, quand elle va aller voir un futur employeur, si finalement ça passe bien de dire qu'on n'a pas été augmenté. Alors moi, je pense qu'il faut être totalement honnête et puis il faut dire que vous n'avez pas été très bien augmenté comme toutes les personnes qui étaient autour de vous dans cette même entreprise. Je pense que vous pouvez même aller plus loin, c'est dans le cadre peut-être d'une prise de référence, donner un référent qui pourra aussi attester de votre contribution, de ce que vous avez fait, de manière finalement à ce que votre futur employeur ne pense pas que vous n'ayez pas été augmenté par un manque de résultats ou un manque d'engagement, mais plus parce que c'était les coutumes et les us et coutumes de l'entreprise. Donc dites-le, faites-le, et peut-être que dans la prise de référence, votre référent pourra appuyer sur cette partie-là. Peut-être une ou deux dernières questions, parce qu'on arrive au terme. Une question très technique. Si on donne une fourchette, une négociation, est-ce que finalement c'est pas piégeux parce que l'employeur va plutôt partir sur le bas de la fourchette? Si, effectivement, c'est une tactique classique de négociateur, qu'on soit commercial ou en négociation de salaire. Donc l'idée, quand on donne une première prétention, c'est pas de donner une fourchette, c'est de donner un chiffre. C'est une excellente question. Peut-être une dernière question. Est-il possible de valoriser 2 années d'apprentissage
en alternance de master? Peut-on justifier de ces 2 années comme de réelles expériences professionnelles? Ou est-on encore considéré comme un junior? Bon, la réponse, on recrute beaucoup de jeunes diplômés chez Page Personnel sur des populations de cadres premier niveau. Et indiscutablement, ce qu'on observe, c'est qu'une entreprise qui est face à un candidat qui a déjà une expérience de 2 ans, quand cette expérience elle est valide, valide, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu de vraies responsabilités, un véritable investissement, des résultats, une montée en compétences qui transparaît de manière très explicite lors des entretiens de recrutement. Oui, ça peut et ça doit jouer sur la négociation de salaire. Alors, on peut ensuite être confronté à des groupes qui, finalement, pour des bac+5, ont toujours le même salaire d'embauche. Et dans ces cas-là, on sera, entre guillemets, coincé. C'est pas très grave. Mais l'expérience, il faut savoir la valoriser. On arrive au terme de ce webinaire. Oui, merci à tous. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, vous pouvez nous retrouver, bien évidemment, en replay.